Hello, une vidéo un peu particulière, une fin de chapitre, nouveaux chapitres qui vont peut-être commencer à un moment donné. Vous pouvez voir les fake twins plutôt vides et comme vous pouvez le deviner, à tous les cartons qui s'empilent derrière, c'est qu'on s'apprête à déménager. Donc ça sera l'occasion de vous montrer comment on prépare et on négocie un déménagement, à savoir simplification des bacs en 3 étapes. On simplifie les bacs, on transfère dans des bacs temporaires, et après on ramène dans les bacs qui ont été déplacés et qui ont été remis en eau pour pouvoir redémarrer toute cette petite population. Ces aquariums ne seront pas les aquariums d'exhibition, mais ils vont quand même faire partie de la fiche room, donc bac d'élevage, de grossissement, peut-être de repro. Je n'en sais rien, mais comme j'ai donné de mon effort pour faire ces aquariums-là, hors de question que je m'en sépare, et je ne suis pas sûr que ça intéresse quelqu'un précisément. Donc, ce qui est intéressant, c'est de vous montrer bon, le matos, rien de spécial, Orphec en haut. Ici, une petite lampe LED pour les containers temporaires. Ici, ce qu'on peut voir dans le bac, c'est une simplification du décor. Bien évidemment, pas de sable, rien, pas de plantes, par de hardscape, ce qui pose aucun problème au cycle de nitrification à partir du moment où on a suffisamment de mouvement d'eau et une filtration en adéquation avec le nourrissage et la biomasse, bien évidemment. Ce qui est important, c'est de voir qu'on a quand même un minimum de décor avec énormément de cachettes, ce qui est nécessaire et spécialement pardon, pour les bacs de Trophéus où il y a beaucoup d'interactions de dominance et de dominer. Donc il faut pouvoir gérer ça. Autre élément intéressant, c'est le filtre interne que vous voyez ici, qui est déjà démarré depuis plusieurs semaines pour avoir la charge biologique ou les colonies de bactéries qui vont être capables de s'occuper tout seul du bac temporaire, sachant que à partir du moment où si vous réduisez le nourrissage, vous apercevez, les poissons ça pose aucun problème, ils peuvent rester plusieurs jours avec un nourrissage très réduit, ce qui limite la pollution. Ce qui est important, c'est la température. Là, les Trophéus, ils ont plutôt chaud, c'est difficile. Et l'aération, plus il fait chaud, moins l'oxygène est dans l'eau, il faut aérer. Là, vous ne voyez pas d'aération de bulleur, mais en réalité, le moving bet aère énormément la flotte. Ok. Ensuite, donc les poissons, ben, rien de très spécial. On verra quelques espèces. Ici, Tanganyika, ici, Discus. Je vous l'ai déjà présenté. Les deux systèmes sont identiques. En bas, on a un bac à décantation qui est fait maison. J'aurais mis 8 mois et 5 prototypes pour avoir quelque chose qui a tenu sans problème ces dernières années. C'est un système qui utilise la domotique Home Assistant pour pouvoir, en fait, par exemple, l'encrassement de papier le détecter et renouveler le papier automatiquement. Vous avez des prises intelligentes qui déclenchent certains moteurs ou certaines actions. Par exemple, ici, le moteur du barbecue qui tourne pour renouveler, pour embobiner le papier dégueulasse et pour injecter du nouveau papier dans le filtre mécanique. Voilà, tout simple. La spécificité de ces bacs à décantation, c'est qu'on a 2500 litres par heure qui passent, donc un flux d'eau important qui passe sur la partie mécanique, ce qui explique comment on obtient une eau cristalline, très transparente, colorée peut-être éventuellement, mais très transparente, en passant au travers d'un papier à particules fines qui peut se colmater rapidement, mais c'est pas un problème puisque le papier est après dégagé et tout ce qui a été stoppé est extrait du système de flotte, ce qui réduit la pollution du bac. D'accord. Et ensuite, la spécificité, c'est qu'on a un flux secondaire, le retour en fait divisé en deux et de manière beaucoup plus maîtrisée et lente. D'autres flots d'eau passent ici par le réacteur ozone qui a été désactivé, puis on a enchaîné avec les UV ici. Les UV c'est simple, ça fait le job jusqu'à ce que demain j'arrête tout. Et après on fait passer aussi un flot assez restreint au travers d'absorbeurs de phosphate. Ce sont des matériaux qui fonctionnent très bien et ça permet d'avoir des taux de phosphate très très bas. Donc on a la nitrification, on a les phosphates qui sont absorbés et maintenant on peut se poser la question quid du reste, c'est-à-dire comment on fait si on n'a pas de plantes par exemple pour s'occuper des nitrates. Soit on les accumule, soit on fait des changements d'eau. Or, en l'occurrence, ce ne sont pas hop, 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 hop,
Pardon, je vais y arriver. Or, en l'occurrence, ce ne sont pas des changements d'eau, mais ce sont des batteries en cas de coupure de courant pour maintenir la pompe de retour, qui est une pompe en courant continu. D'accord. Mais ce qui est important, et ce que je ne vous ai pas tout à fait bien présenté jusqu'à présent, ce sont ces réacteurs à nitrate ou vodka filter. Quelque chose dont j'avais entendu parler depuis longtemps, et je l'ai vu l'année dernière. J'ai pu récupérer des infos sur comment démarrer et ce sur quoi il faut faire attention, et ça marche du tonnerre, entre guillemets. C'est assez simple en fait. On injecte de la vodka comme source de carbone, on appauvrit en oxygène libre pour forcer les bactéries à consommer le carbone et donc à prendre de l'oxygène, non pas de O2 mais de NO3, et à générer du N2. Voilà, sur le papier c'est à peu près ça. Si vous regardez Gemini ou Wikipédia, vous avez les formulations précises. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne, et ce qui sort d'ici en fait, c'est une eau sans nitrate, et du coup je suis à 5, entre 5 et 10 sur les deux bacs, quelle que soit la pollution, la biomasse. C'est assez impressionnant, je dirais. Voilà. Donc ça, c'est des systèmes que je vais mettre sur les futurs bacs. Ces deux bacs étant encore une fois dans la fiche room. Les futurs bacs sont des bacs un peu plus grands. Et au niveau des filtrations, c'est sûr que je vais réactiver des filtres vodka sur le système. Ce qu'il faut faire attention, c'est pour ça qu'on a un senseur, c'est une sonde ORP. Il faut regarder le redox, le potentiel redox, pour savoir dans quel niveau d'oxygénation, entre guillemets, on se trouve. Voilà, hop. Sachant que si on est au-dessus, bah, c'est une oxygénation standard et c'est de la nitrification. Et si on descend trop bas, en fait, là, on est en milieu anaérobique, et on va déclencher, les pauvres bactéries vont faire ce qu'elles peuvent pour survivre, et elles vont commencer à générer des éléments qui sont nocifs, toxiques pour l'aquarium. Voilà. Donc il ne faut pas déconner avec ça. Au niveau des écailles, ben, je pense que on a quelques espèces qui sont sensibles, d'autres espèces qui vont très bien supporter. On a un scalaire là-bas, pas mal. On a des discus F1. On a un F0 qui est un peu sombre. Donc pour moi, comme tous les discus sauvages, ils ont tendance à péricliter au bout de 2 ans. Voilà, il y a tout un commerce sur le discus sauvage. Ben, tant mieux qu'on accède à ce genre d'écailles. Mais je pense qu'il faudrait les livrer avec un peu plus de sensibilisation. Il faudrait rechercher. Je pointe personne, hein, c'est juste la responsabilité de l'éleveur, de moi-même, à savoir me renseigner un peu mieux et essayer de tester. C'est ce que je cherche à faire. Au début, les 2 premières années, ça se passe bien. Et après, en laissant les nitrates, je pense que le métabolisme commence à s'affaiblir, et le poisson sent sensible à des pathogènes. Voilà. D'où la motivation d'ailleurs pour faire les filtres nitrates. Ici, c'était juste pour vous montrer les tests ANA qui sont assez précis, photomètre, nitrate, phosphate, très précis. Ce qui me permet en fait d'avoir des suivis. On le voit ici, ce sont les discus. Les discus, ben, voilà, depuis que j'utilise les filtres vodka, j'ai enfin une eau qui est à moins de 10 ppm, ce qui est très satisfaisant, mais je voudrais descendre encore plus. Et au niveau des Trophéus, j'ai tendance à laisser par le passé l'accumulation sans faire de changement d'eau. Et puis depuis que j'utilise les tests, les filtres vodka, on voit que en fait, je maintiens une eau plutôt de bonne qualité. Voilà, ce qui motive la reproduction des trophes et des autres espèces, euh, bien évidemment. Ensuite, ici, c'est la domotique. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'intégration de certains multimètres en ligne, par exemple, qui permet d'avoir ces informations-là tout au cours du temps, bien évidemment. Et bon, là, on voit les trophées typiquement ont un peu chaud. Et ce que je voulais montrer, c'est aussi ça. Ça, c'est le vodka filter. Au-dessus de 0, c'est aérobique, d'accord? Donc ça serait une nitrification standard. C'est pas ce qu'on recherche. On cherche à appauvrir en oxygène libre pour donner à chaque fois les pics. En fait, c'est source de carbone, c'est le vodka qui est injecté. Donc on a un appauvrissement encore plus, l'ORP descend jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carbone, et là on remonte
jusqu'à 0. Et ce genre de zigzag, c'est ce que l'on cherche à maintenir plus ou moins constant dans le réacteur pour avoir la meilleure performance. Et ça, c'est aussi la partie filtration avec le changement automatique du papier. Voilà, au fil du temps, comment se faire plaisir en recherchant à passer moins de temps à la maintenance pour plus de temps à la contemplation de nos écailles. Voilà, donc j'espère que ce setup que je partage depuis quelques temps vous aura plu, peut-être vous inspire, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les prochains setups vont être fantastiques, je trouve, déjà. Ça va mettre quelques mois à être installé, bien évidemment. Et tout ce que j'ai accumulé comme connaissance ici va être réutilisé, peut-être amplifié d'une certaine façon. Et j'espère pouvoir faire des bacs tels qu'au niveau de ce que j'ai en tête et d'offrir le mieux que je peux, comme d'habitude, à ces petites écailles. Voilà, j'espère que tout le monde va bien et à la prochaine vidéo. Ciao!